Chapitre 16 La Pansine 28 juin au 21 septembre 2000. La convalescence de son bras lui imposant de se ménager pour encore une semaine, Harry et son partenaire donnèrent un coup de main à leurs collègues pour approfondir des dossiers. À cette occasion, le jeune aspirant découvrit la salle où étaient conservées les plus anciennes archives, au 10e niveau. L'épaisse porte en bois, dotée d'une énorme serrure, donnait sur une sorte de cave voûtée, dont le plafond était soutenu par des piliers trapus. Des milliers d'étagères branlantes croulaient sous les rouleaux de parchemin entreposés sans la moindre logique apparente. Dans le temps, c'était là que se trouvait le département de la justice magique, expliqua Pritchard. Ils ont déménagé il y a un siècle, au moins. N'essaie jamais de venir ici sans avoir la clé, l'entrée est piégée. Il montra à Harry un épais grimoire qui servait d'index. Quand on apportait un nouveau document, on ajoutait une ligne à la suite des autres en précisant le dossier de rattachement. Le livre indiquait magiquement son emplacement et classait les inscriptions par ordre alphabétique pour permettre de les récupérer ultérieurement. À la référence que recherchaient les aurores, il y avait 5 correspondances qui les envoyèrent dans tous les coins de la vaste pièce. Harry tentait de retrouver une coordonnée, 45e rangée, 32e colonne, 89e rayon, quand une mention sur un épais rouleau retint son attention. Le nom de Sirius Black s'y détachait en violet sur la tranche sépia. Il posa le parchemin qu'il avait en main et fit descendre le large volume de son étagère à l'aide de sa baguette. Il s'assit par terre et le parcourut avidement. Il lut la description de la rue ravagée par Pettigrew, la note indiquant que son parrain était le gardien du secret des Potter et leur probable délateur. Harry se souvint que c'était une information non connue du grand public, ainsi que la fiche de transfert pour Azkaban. La seconde partie faisait état des recherches entreprises pour retrouver le fugitif après son évasion. Harry était plongé dans les comptes rendus rédigés par Kingsley, qui avait fait preuve d'une précision méticuleuse pour cette recherche fictive, quand Pritchard surgit dans l'allée. « Tu ne trouves pas ?» demanda-t-il. « Je vérifie quelque chose, expliqua Harry. On a 5 minutes ? Oui, pas de problème. Il s'avança pour prendre ce que Harry avait déjà récupéré, et son regard tomba sur la fiche émise lors de l'évasion de Sirius, qui avait glissé du dossier et reposait à côté de Harry. Il contempla pensivement son jeune coéquipier, avant de s'accroupir auprès de lui. « Mon gars, il y a des trucs pas très jolis, là-dedans. » « Je sais ce qui s'est passé réellement, répliqua tranquillement Harry. Et c'est assez différent de ce que je lis ici. Comment ça, différent? Sirius n'a pas trahi mes parents, ni tué de Moldu. Pritchard resta silencieux un moment avant de demander. Et quelle serait la bonne version, d'après toi? Mon père et ma mère ont été livrés par Peter Pettigrew, et c'est lui qui a fait sauter la rue. Pettigrew a été tué par l'explosion, rappela Pritchard. Non, il y a juste laissé son doigt. Après s'être caché des années, il a aidé Voldemort à retrouver son corps. Nouveau silence. Tu es certain de ça? En 1994, il était encore vivant, et il a admis devant moi avoir trahi mes parents. Je l'ai vu mourir, 4 ans plus tard, quelques semaines avant la bataille de Poudlard. Alors Black n'a rien fait? Insista Pritchard de sa voix la plus neutre. Il a été emprisonné à tort, sans procès, précisa Harry, qui ne savait pas si l'apparente impassibilité de son interlocuteur signifiait croyance ou incrédulité. Pritchard réfléchit un moment et demanda. Tu as été en contact avec Black après son évasion? C'était mon parrain. C'est pour ça que tu es son héritier? Comment tu le sais? S'étonna Harry. Il y a 6 ou 7 dossiers sur toi ici. Tant que ça? C'est que tu es célèbre. Merci de me le rappeler, des fois que je l'aurais oublié, ironisa Harry. Je peux savoir qui a eu accès à mon dossier au QG? Pas grand monde. Quand tu es venu délivrer l'aîné Moldu au ministère, il y a 2 ans, et que Yaxley a découvert où tu te réfugiais, on nous a demandé d'enquêter. Fawcett et moi, nous sommes arrangés pour être désignés, histoire de limiter les dégâts. C'est comme ça qu'on a su que cette maison à Londres était à ton nom. On n'a rien trouvé de spécial chez toi, sauf des traces récentes d'occupation. Rien pour nous indiquer où vous étiez passés, toi et tes copains. On s'est juste fait une petite frayeur en entendant la voix d'Alastor. Vous n'avez même pas parlé à mon elfe? Il a dû se faire la malle en nous voyant arriver. La baraque était vide.
Quoi qu'il en soit, on a découvert qu'elle t'avait été léguée par le dernier survivant mâle des Blacks. Ça nous a paru bizarre à l'époque, mais maintenant je comprends mieux. Cyrus et mon père étaient très proches. Ça, je le savais. Pritchard se pencha en arrière et se laissa glisser contre le mur de pierre pour s'asseoir. J'ai été à Poudlard en même temps que tes parents, lui apprit-il. J'avais 3 ans de plus qu'eux, mais ils se sont fait remarquer assez vite, ton père et sa bande de copains. Ils n'aimaient pas trop les Serpentards. Les Serpentards ne les aimaient pas trop non plus, rappela Harry, les défendant par automatisme. C'est vrai, admit Pritchard, mais il ne fallait pas toujours se fier aux apparences. Même si on évitait de contredire les fils de mange-morts dans notre salle commune, tout le monde ne penchait pas du côté des ténèbres. Je sais qu'on céda à son tour Harry. Il y a eu des trahisons dans les 2 camps. Ils laissèrent passer un moment, puis Harry demanda. C'était pas trop dur de choisir d'être Aurore, en pleine guerre, arrivant de Serpentard? Je suppose que cela dépendait des familles, répondit Pritchard. La mienne était considérée comme sang pur, mais on est toujours allé dans toutes les maisons. Ma mère était à Serre-d'Aigle et un de mes grands-pères à Gryffondor. On a aussi quelques poufs-souffles, même si la majorité d'entre nous finissent à Serpentard. Il y a eu un temps où cette histoire de maison n'avait pas l'importance que cela a pris durant ces 2 guerres. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait peut-être quelques extrémistes chez les Serpentards, mais beaucoup venaient de familles plus tolérantes, comme l'était la mienne. Mon choix n'a posé aucun problème. Enfin, pas plus que pour les autres aurores. C'était un régime de terreur pour n'importe qui. Harry se remémora le jour où il s'était introduit dans le ministère. Il avait été frappé de constater la peur que Yaxley et celui dont il avait pris les traits suscitaient parmi les fonctionnaires. Non, cette époque n'avait été facile pour personne. D'ailleurs, même être mange-mort n'était pas de tout repos, les Doloris volant bas dans l'entourage de Voldemort. J'espère qu'on n'en reviendra pas là, murmura Harry. On y revient toujours, prédit Pritchard. Mais c'est vrai que 2 fois en 20 ans, c'est beaucoup. Puis il demanda. Black, il est réellement mort maintenant? Harry tourna les pages pour consulter la fin du dossier. La mention du décès de son parrain dans le département des mystères était bien indiquée, mais on y précisait qu'il s'était introduit dans le ministère avec Voldemort. Oui, mais c'est pour me sauver des mange-morts qu'il était là, corrigea Harry. Il soupira. Il se demanda s'il devait faire quelque chose pour réhabiliter la mémoire de Sirius. Son sens de la justice l'y poussait, mais cela allait encore attirer l'attention sur lui, et Harry n'était pas sûr que le jeu en vaille la baguette. Ceux qui avaient réellement fréquenté et aimé Sirius connaissaient la vérité, et cela lui semblait amplement suffisant. On peut compléter le dossier, suggéra Pritchard. Vraiment? Tu peux proposer une autre interprétation des faits en ajoutant un témoignage avec ta version des événements. Cela aura le même poids que ce qui est déjà consigné ici et évitera à un collègue de partir sur une fausse piste si par hasard le nom des Blacks revient dans une de nos enquêtes. Harry se sentit séduit par cette idée. La trace que laisserait son parrain dans les documents officiels serait moins infamante, et il n'aurait pas à s'exposer au feu de l'opinion publique. Et pour Severus Rogue, je peux le faire aussi? Si tu penses pouvoir ajouter des éléments fiables, oui, bien sûr. Pritchard pencha la tête et s'enquit. C'est indiscret de demander comment tu as eu des informations sur lui. Il m'a confié ses souvenirs avant de mourir, expliqua Harry. Tu les as encore? Il devait toujours être dans la pancine de Dumbledore, dans le bureau du directeur de Poudlard. Harry ignorait si un autre que lui les avait regardés. Il doutait que McGonagall l'ait fait, car elle n'avait pas été convaincue par ses déclarations sur Rogue. Et Brocklehurst? Il se dit qu'il devrait songer à les récupérer. Je sais où ils sont, répondit-il à son partenaire. Par contre, je ne souhaite pas qu'on puisse les consulter. Ce sont des souvenirs assez personnels. Il savait que Rogue aurait été horrifié à l'idée que des aurores mettent leur nez dedans. Mais ce n'était pas pour cela que Harry tenait à les préserver. Il ne voulait pas qu'on voie Dumbledore expliquer à Rogue comment envoyer le survivant à la mort. Ces informations partielles montraient le vieil homme sous un jour plus noir qu'il ne l'était réellement. Il faut vraiment que je les récupère, réalisa-t-il.
Durant le déjeuner dominical au terrier, Harry parla de sa découverte sur Sirius et leur fit part de sa décision d'ajouter sa version au dossier du ministère. Vous croyez que je devrais faire quelque chose d'autre demanda-t-il, soucieux d'avoir leur opinion. À quoi ça servirait interrogea Ron. En as-tu besoin s'enquit Arthur. Ce pauvre Sirius, soupira Molly. Je peux faire une déclaration publique, insista Harry. Harry, le raisonna Arthur, nous savons tous que tu détestes ce genre de démarche. Penses-tu que Sirius exigerait cela de toi? Harry se remémora le Sirius qu'il avait revu avant d'aller affronter Voldemort. Il revit son attitude décontractée et souriante. Il avait accepté son destin. Sans doute Harry devait-il en faire autant, et s'occuper du présent, au lieu de vouloir réécrire le passé. Sans doute pas, reconnut-il. Pendant que les autres prenaient acte de sa décision, Harry avait devant les yeux le sourire fier des 4 apparitions qui l'avaient accompagné vers la clairière où l'attendait son ennemi. La semaine suivante, Harry écrivit soigneusement ce qu'il savait de la vie et des dévouements de Sirius et de Rogue. Il signa chacun de ses témoignages avant d'aller les déposer dans la salle des archives. En notant ces ajouts sur l'index, il fut un instant tenté de consulter les informations qui avaient été rassemblées sur lui. Mais il y renonça, jugeant qu'il n'avait jamais tiré une grande satisfaction à lire ce que les autres imaginaient de sa vie, et que parfois l'ignorance est la décision la plus sage. Il écrivit à Brocklehurst pour lui demander un rendez-vous. Le directeur lui répondit par retour de hibou en lui proposant une date la semaine suivante. Harry s'arrangea pour être en repos ce jour-là. Il rattraperait sa journée en travaillant le dimanche, et transplana à Préolard 1 heure avant le moment prévu. Il remonta la route jusqu'aux sangliers ailés qui ouvrirent les portes à l'énoncé de son nom. Il traversa tranquillement le parc désert. On était au milieu de juillet, et les élèves étaient rentrés chez eux quelques jours auparavant. En passant devant la cabane de Hagrid, il s'arrêta et y frappa. « Qu'est-ce que c'est » interrogea une grosse voix. « C'est Harry, Harry Potter. » La porte s'ouvrit avec tant de force que Harry crut un instant qu'elle se détache de ses gonds. Heureusement, ils avaient été dimensionnés pour supporter l'enthousiasme du demi-géant, et il n'eut à s'inquiéter que de ses côtes, qui protestèrent vigoureusement contre le traitement qu'on leur faisait subir. 1 minute plus tard, Harry retrouvait ses vieilles habitudes, installé à la table de son ami, devant un thé brunâtre servi dans un mug douteux. « Alors, Harry, il paraît que tu es un grand aurore maintenant. Je ne suis qu'un aspirant qui va passer des examens dans 2 mois pour savoir s'il est admis en seconde année, répondit modestement Harry. Et vous, que devenez-vous? Rien de spécial, les cours, les élèves, quoi. Vous allez partir en France? Demanda Harry. Olympe va venir me rejoindre ici. Je ne peux pas m'absenter longtemps à cause de Grope, tu comprends? C'est d'ailleurs très ennuyeux, car Olympe ne peut pas souvent quitter son école non plus. On ne se rend compte que pendant les vacances, soupira Hagrid. Harry compatit d'un signe de tête. Sans son séjour à l'hôpital, il n'aurait pas vu Ginny pendant des semaines. Il donna des nouvelles des Weasley, d'Hermione, avant de se lever, car l'heure de son rendez-vous avec Brocklehurst approchait. Il pénétra dans le château désert et parcourut les couloirs jusqu'à la gargouille de pierre. Elle lui ouvrit la porte, et il fut bientôt introduit dans la pièce. Il fut frappé de constater que, contrairement à Rogue, le directeur actuel avait complètement changé la décoration. Seul le choixpeau, l'épée de Gryffondor et les portraits étaient toujours en place. Leurs occupants étaient tous plongés dans le sommeil, y compris Dumbledore. Il fut frappé de constater que, contrairement à Rogue, le directeur actuel avait complètement changé la décoration. C'est à propos de la pancine d'Albus Dumbledore, expliqua Harry. J'y ai déposé des souvenirs le jour de la bataille, et je voudrais les reprendre. Le directeur se tourna vers le portrait de son prédécesseur, mais l'ancien mentor de Harry dormait toujours. L'image d'Albus Dumbledore m'a prié de la garder pour vous, mais il désirait que vous vous manifestiez de vous-même, lui apprit-il. Je suppose qu'il y a laissé des souvenirs à votre intention. Harry se demanda si la dernière phrase était une façon détournée de lui indiquer qu'il n'avait pas eu l'indiscrétion de regarder par lui-même. L'homme ajouta. J'ai donné tous les autres effets personnels du directeur à son frère.
Nous n'avons gardé que ce qui appartenait de droit à l'école. » Harry ne put s'empêcher de jeter un œil à l'épée. Il sourit en songeant à la façon dont Godric Gryffondor s'était arrangé pour qu'elle retourne toujours à sa place. Brocklehurst se leva et alla dans un cabinet de travail attenant à son bureau. Il revint en tenant la pancine, qu'il déposa sur la table. Harry la saisit précautionneusement et la fit entrer dans son escarcelle sans fond. « Très pratique, » apprécia le directeur. « Assez, » convint Harry en souriant. « Professeur Brocklehurst, je vous remercie infiniment. »« Mais c'est bien normal, » lui répondit courtoisement son interlocuteur. « Il ne me viendrait pas à l'idée de contrevenir aux dernières volontés du grand Albus Dumbledore. Oh, j'oubliais. Minerva m'a demandé de vous assurer qu'elle aurait aimé vous voir, mais elle ne pouvait pas retarder son départ. J'espère que vous repasserez un autre jour. » Brocklehurst l'accompagna jusqu'au hall d'entrée et lui serra la main. Harry reprit le chemin de Préolard. Harry attendit quelque temps avant de plonger dans la pancine. Il pressentait que ce serait un voyage éprouvant, et il voulait se sentir prêt. La dernière semaine de juillet, après une soirée passée avec ses camarades de promotion, il se dit que c'était le moment. Les 2 whisky pur feu qu'il avait avalés y étaient peut-être pour quelque chose. Il sortit donc la pancine du placard, où il l'avait rangée, et la posa sur son bureau. S'y trouvait déjà la photo des maraudeurs et de Lily, qui était auparavant dans la chambre de son parrain. Il n'avait pu la décoller, mais l'avait reproduite, avant qu'elle ne soit recouverte d'une couche de peinture fraîche. Il y jeta un dernier regard, puis se lança. Les souvenirs de Rogue s'imposèrent à lui. Ce n'était pas ce qu'il était venu chercher. Il les repoussa, avec difficulté au début, puis plus facilement ensuite. Il arriva enfin aux images laissées par Albus Dumbledore. Cela commençait par les moments les plus récents, durant la 6e année de Harry à Poudlard. Il s'observa par les yeux du vieil homme, dans le château, se promenant avec Ginny, manifestement heureux de sa bonne fortune. Plus tôt dans l'année, il était avec Ron et Hermione. Il fut frappé de constater l'harmonie et l'entente qui se dégageaient de leur trio. Il n'avait jamais réalisé combien leur amitié était visible pour ceux qui les voyaient ensemble. Puis ce fut la 5e année. Il y avait de nombreuses scènes courtes, mais s'étalant sur toute la durée de l'année scolaire, comme si son mentor avait voulu lui faire savoir que malgré son apparente indifférence durant cette période, il ne l'avait jamais perdu de vue. Harry continuait à rajeunir dans les souvenirs du vieil homme, se découvrant de plus en plus menu et chétif, avec sa bouille ronde derrière ses lunettes. Il comprit mieux les scrupules de Dumbledore à lui révéler l'entière vérité sur ce qui l'attendait. Il s'amusa à retrouver Ron et Hermione enfants, formant déjà avec lui un groupe uni. Il revécut son arrivée à Poudlard, garçonnet visiblement terrorisé au milieu des autres premières années. Puis il y eut un grand bond dans le temps, et il ne fut qu'un bambin de 1 an dans les bras de Hagrid. Il vit les 3 adultes, Dumbledore, McGonagall et le géant, le déposer sur le perron des Dursley, et le contempler avec émotion avant de l'abandonner. Durant la scène suivante, sa mère le couvait d'un regard tendre, tout en discutant avec son ancien directeur. Dumbledore admirait l'assise du petit Harry sur son balai miniature, quand James arriva et confia un paquet à son invité. Harry jugea que c'était sans doute la cape d'invisibilité, et qu'il se trouvait à Godric's Hollow, quelques jours avant la fin. Il se vit ensuite bébé sur le giron de sa mère, puis observa Lily enceinte au bras d'un James, qui regardait le ventre gravide de son épouse avec fierté. La dernière image montrait 2 jeunes gens se promenant amoureusement, enlacés, dans le parc de Poudlard. Harry se retrouva assis sur la moquette de sa chambre. Les yeux clos, il se laissa envahir par la tendresse contenue dans tous ses souvenirs. Dumbledore l'avait façonné comme un outil, mais son mentor éprouvait néanmoins pour lui des sentiments profonds et sincères. Harry ne savait pas ce qui était réel de sa vision dans la gare de King's Cross, mais la sollicitude paternelle qu'il avait ressentie à ce moment-là l'était incontestablement. Harry laissa couler les larmes sur ses joues. Il ne se sentait pas triste, juste terriblement touché par le message que lui léguait le vieil homme. L'amour, bien entendu.
Harry garda pour lui cette expérience. Elle était trop intime pour en parler, même à Ron et Hermione. Il ne leur avait d'ailleurs pas dit qu'il avait récupéré la pancine. Il l'aurait peut-être partagée avec Ginny si elle avait été là, mais elle ne reviendrait au square Grimmauld que lorsque son championnat serait terminé. Et il ne pouvait pas lui en faire part dans la correspondance qu'ils échangeaient quand leur emploi du temps le leur permettait. Il n'avait d'ailleurs pas trop le temps de s'appesantir sur le passé. Son bras guéri, il fut renvoyé sur le terrain, et il reprit en outre ses entraînements sportifs. À la mi-juillet, pour le dernier match de la Coupe du Ministère, Harry retrouva sa place d'attrapeur. Harper s'étant bien débrouillé en son absence, l'équipe des Aurores remporta le trophée d'une très courte tête devant celle du département des sports et jeux magiques. Pritchard en fut ravi et offrit une tournée à tous les joueurs. Harry consacra tout son temps libre du mois suivant à préparer les examens qu'il devait passer fin août. Il se rendit compte qu'il avait du mal à travailler sans compagnie. Il avait toujours eu des camarades d'études, Ron et Hermione pendant 6 ans, puis Ginny. Il proposa aux autres aspirants de revoir les cours avec lui, et seul Owen Harper se montra intéressé. Ce fut donc avec lui que Harry révisa. Les deux garçons découvrirent qu'ils avaient beaucoup plus de points communs qu'ils ne l'auraient cru. Ce fut une heureuse surprise pour Harry, qui craignait que son statut de survivant ne l'empêche de se faire de nouveaux camarades. Le plus souvent, les deux aspirants allaient chez Owen, qui louait une chambre à une veuve dans un village au sud de l'Angleterre. La propriétaire des lieux était absente aux horaires où ils venaient, ce qui convenait parfaitement à Harry. Malgré leur rapprochement, il n'avait pas encore convié son condisciple chez lui. Il ne s'en sentait pas prêt à lui dévoiler cet aspect de sa vie privée, même s'il avait à cette époque la maison pour lui tout seul, car Ron était parti en vacances en Irlande avec Hermione et Ginny était toujours en compétition. Un jour, alors qu'ils étaient en plein travail, Harry étendu sur le lit de son hôte et Owen installé à son bureau, une femme déboula de la cheminée. Bonjour maman, s'écria Owen en se levant pour l'accueillir. Mais elle avait aperçu Harry, et après une seconde de saisissement, elle le gratifia de la révérence que les sorcières lui réservaient parfois. Harry en fut assez gêné. Mais heureusement, elle revint de sa surprise et lui tendit la main en disant d'un ton naturel. Enchanté de vous voir, monsieur Potter. Ainsi c'est vous qui faites réviser mon fils? C'est plutôt moi qui le fais travailler, rectifia Owen, ce qui était assez vrai, car Harry peinait toujours autant avec l'apprentissage théorique. Sa mère ne parut pas convaincue. Elle embrassa ce rejeton qui la débarrassa du grand panier qu'elle apportait. Ah chouette, tu m'as emmené du gâteau, se réjouit celui-ci, en extrayant un paquet de la pile de linge propre qui remplissait le cabas. J'espère que vous l'aimerez, répondit-elle en se tournant vers Harry. Mais j'avais pas l'intention de partager, protesta son fils. Trop tard, sourit Harry. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Owen prépara le thé et ils dégustèrent ensemble la pâtisserie maternelle qui s'avéra délicieuse. Mrs. Harper resservit généreusement Harry, enchanté de le voir apprécier sa cuisine. Son fils, par contre, en parut moins satisfait et regarda d'un air chagrin le gâteau largement amputé. Harry prit note de ramener un jour une des productions de créatures. Durant leur collation, les garçons décrivirent à leurs visiteuses les matières qui les préparaient. Ces révisions avaient donné à Harry l'occasion de mesurer ce qu'il avait engrangé en 1 an. Selon lui, ce qu'il tentait de retenir de ses manuels était loin de constituer ses acquisitions les plus importantes. Il avait appris à marcher dans une rue d'une démarche discrète, tout en dévisageant ceux qu'il croisait avec acuité. Là où auparavant il n'aurait vu qu'une scène paisible, il repérait désormais les pickpockets, le doigt des commerçants accentuant le poids d'une marchandise, le regard nerveux de ceux qui effectuaient une transaction douteuse. Il savait s'introduire dans un lieu clos par magie, deviner d'un coup d'œil dans quelle poche un sorcier portait sa baguette. L'état des vêtements de ceux qu'il dévisageait, leur coupe, leur style, signifiaient maintenant beaucoup pour lui. Ils indiquaient le rang social du sorcier, son niveau de richesse, sa profession. C'était venu graduellement, mais Harry mesurait à quel point son regard sur la société magique s'était décilé. Il avait en outre acquis des connaissances plus techniques. Il savait faire les premières constatations sur un cadavre, avait assimilé les bases de l'analyse sommaire des potions, s'était entraîné à parer les sorts les plus sournois,
et avait appris de nombreux moyens de désarmer et immobiliser les contrevenants récalcitrants. Ils savaient également décrypter à demi-mot les indications émanant de leurs informateurs, contre-interroger un témoin pour vérifier qu'il ne se contredisait pas. Son formateur avait aussi entrepris de lui enseigner comment déguiser ses pensées et comment mener une conversation pour inciter son suspect à en révéler plus qu'il n'en avait l'intention. Harry sentait à quel point il avait gagné en confiance en lui. Auparavant, il était toujours très gêné quand on le félicitait. Il faut dire que ses vrais actes de bravoure étaient rarement compris par le grand public et, de ce fait, il ne se reconnaissait pas dans celui qu'admiraient ses interlocuteurs. Sa victoire contre Voldemort demeurait dans son esprit comme le résultat de beaucoup de maladresse, d'une progression hasardeuse sur un chemin mal balisé et d'une protection acquise par la mort d'une mère aimante. Rien qui méritât qu'on s'en enorgueillisse. Il n'avait pas ce sentiment à propos de ces faits d'armes chez les Aurores. La légitimité des enquêtes résolues, des arrestations menées à bien et des missions réussies le rendaient, à juste titre, fier de ses compétences. Il ne devait ses exploits qu'à l'attention qu'il portait aux instructions de son partenaire, à sa réflexion et au savoir-faire qu'il acquérait peu à peu. La dernière semaine du mois d'août, ils se rendirent dans une des salles d'interrogatoire transformées en lieu d'examen pour les aspirants Aurore. Harper fit un clin d'œil à Harry en découvrant les questions. Ils avaient revu cette partie du programme la veille. 7 jours plus tard, il apprit qu'il était admis dans l'année suivante, ainsi que tous ses autres camarades de promotion. Harry reprit un style de vie moins scolaire, rythmé par le calendrier de la Coupe de la Ligue. Ginny ne jouait pas les matchs importants, n'ayant que le statut officiel de remplaçante. Mais toutes les doublures étaient associées aux rencontres et les suivaient à partir du banc de touche. La famille Weasley était elle aussi présente, ainsi que Harry, qui n'avait manqué aucun des matchs des Harpies, même pendant ses examens. À la mi-septembre, Harry et les Weasley se rendirent pour la finale de la Coupe de la Ligue, opposant une fois de plus le club de Flackmar et les Harpies. 1 minute avant le début de la rencontre, le commentateur annonça: Nous avons ce matin reçu un communiqué du club des Harpies de Holyhead. Annella Van Port a dû déclarer forfait suite à une blessure hier à l'entraînement et sera remplacée par une nouvelle recrue, Ginny Weasley. Tous les Weasley se levèrent en applaudissant frénétiquement, pour la plus grande joie de leurs voisins immédiats, et commentèrent la nouvelle jusqu'au coup d'envoi. Harry suivit Ginny de ses multiplettes et s'inquiéta de ne pas le trouver au mieux de sa forme. Elle semblait paralysée par le trac à l'idée de participer à une rencontre aussi importante. Elle faillit rater une passe et fit perdre le soif en le lançant vers une joueuse aux prises avec un cognard alors qu'une autre était démarquée. Gwenoc Jones demanda un temps mort et parut donner des directives à ses coéquipières. Quand le match reprit, Ginny trouva enfin son rythme et se mit à marquer des points. Olivier Dubois, le gardien des Flackmar, l'injuria copieusement après une balle particulièrement bien placée, ce qui sembla la motiver encore plus. Ses camarades lui firent de bonnes passes et elle logea 5 buts de suite, sous les acclamations des supporters de l'équipe féminine. Les Harpies, qui avaient été menées tout le début du match, commencèrent à remonter. Ginny devint la cible prioritaire des batteurs adverses et dut faire preuve de toute la virtuosité dont elle était capable pour éviter les cognards. Gwenoc Jones monta au créneau et fit merveille avec sa batte pour protéger la jeune poursuiveuse qui continua à marquer et à faire des passes déterminantes à ses camarades. Les deux adversaires se retrouvèrent à égalité, puis les Harpies menèrent le score. Flackmar réussit quelques buts, mais les Harpies continuaient inexorablement à creuser l'écart. Elles avaient 140 points d'avance quand la course au vif commença. Sans se laisser distraire, Ginny et ses coéquipières se ruèrent de plus belle sur le soif. Elles l'arrachèrent à un poursuiveur adverse et, en 3 passes, parvinrent près des buts et marquèrent. Avec leurs 150 points d'avance, elles s'assuraient une égalité si le vif leur échappait. Flackmar tenta de retarder la remise en jeu, mais le vif ne se laissait pas attraper et le soif le repartit. Une harpie parvint à l'intercepter et les 3 poursuiveuses s'élancèrent vers Olivier Dubois. Ce fut Ginny qui marqua le dernier but.
Elle feinta magistralement et envoya le soif suivant un angle de tir très risqué. La grosse balle heurta l'anneau de gauche et, un instant, on crut qu'elle n'entrait pas. Elle retomba cependant de l'autre côté de l'anneau, juste une seconde avant que l'attrapeur des Flaquemart ne mette la main sur le vif. Une ovation s'éleva pour féliciter les harpies de leur victoire à l'arraché. Les trois poursuiveuses se jetèrent dans les bras les unes des autres. La famille de la jeune joueuse criait à s'en arracher la voix, terriblement fière de sa Benjamine. Après la cérémonie de remise de la coupe, on se réjouit toute la soirée au terrier, mais sans la principale intéressée, qui resta avec son équipe pour fêter la victoire. Ginny débarqua le lendemain matin au square Grimore, la presse du jour sous le bras. La plupart titraient sur la révélation Weasley, la révélation des harpies, la nouvelle harpie. Quand Harry la vit, resplendissante de joie et de fierté, il fut bien content que ses vacances commencent le jour même, car il aurait eu beaucoup de mal à partir travailler en la laissant derrière lui. La journée ne fut pas trop longue pour rattraper plusieurs semaines de séparation. Harry raconta ses révisions et son rapprochement avec Owen Harper. Je suppose que j'aurais pu devenir ami avec lui s'il n'avait pas été à Serpentard et adversaire en Quidditch, admit Ginny. Il avait l'air sympa. Tu veux dire que c'est un beau garçon? La taquina Harry, qui avait noté que son camarade avait beaucoup de succès auprès des jeunes filles. Tiens, c'est vrai ça. Je n'avais pas remarqué, feignit de découvrir Ginny. De son côté, elle commenta la rencontre de la veille. J'avais tellement la trouille au début que j'ai été nulle de nulle, enragea-t-elle. Si tu savais comme j'avais honte. Heureusement, Gwenog a été super. À l'arrêt de jeu, elle m'a dit qu'elle aussi avait été catastrophique à son premier grand match et que même si on perdait, elle me garderait quand même. Ça m'a calmée et ensuite j'ai pu jouer normalement. Tu as fait une fin de partie magnifique, la félicita Harry. Mon équipe a bien joué, rectifia Ginny. On m'a vraiment appris cette année la notion de jeu de groupe. On compte toutes les unes sur les autres. Et c'est pour ça que mal joué handicape toute l'équipe. Harry comprenait ce qu'elle voulait dire. Lui aussi avait appris à s'appuyer sur son partenaire, à rebondir sur ce qu'il disait pendant les interrogatoires, à le couvrir quand ils intervenaient dans un endroit potentiellement dangereux. Le lendemain, ils allèrent déjeuner au terrier avec Molly. Ils commentèrent l'annonce de Ron et Hermione le dimanche précédent, avant qu'ils ne se rendent tous au match. Ils avaient fixé la date de leur fiançailles au 31 décembre suivant. Ainsi, les Weasley et les Granger fêteraient ensemble la nouvelle année, en même temps que la future union entre leurs deux familles. Les tourtereaux se marieraient certainement l'été d'après. Et vous, mes enfants, pas de projet d'avenir? Finit par demander directement Molly. Ginny soupira d'agacement, mais Harry répondit paisiblement. J'aimerais être Aurore, confirmée, avant de me marier et fonder une famille. Oui, bien sûr, convint Molly. Mais voyez-vous, de mon temps, on ne vivait pas en couple sans bague au doigt. Je sais que les temps ont changé, ajouta-t-elle précipitamment, empêchant Harry de protester. Mais j'ai été élevée avec d'autres valeurs. Alors il m'arrive de parler comme une vieille grand-mère. Allons, maman, la reprit affectueusement Ginny. Tu es une jeune grand-mère qui vit avec son temps, qui œuvre pour une nouvelle société sorcière. À ce propos, comment s'est passée la première rentrée? Molly accepta le changement de sujet et parla avec enthousiasme de la toute nouvelle école primaire pour sorciers qu'elle avait contribué à mettre en place. Très, très bien, s'enorgueillit-elle. Bien entendu, nous n'avons pas réussi à convaincre tous les parents de nous envoyer leurs enfants, mais cela nous permet de nous rôder avec des effectifs réduits. Les professeurs sont moldus comme prévu? Demanda Harry. Tout à fait. Mais nous avons recruté des assistants sorciers pour réagir aux manifestations de magie spontanée. Ils aident aussi les professeurs à utiliser le matériel sorcier, comme les plumes pour écrire et les bouliers magiques pour compter. Pas de stylo pour vos élèves, sourit Harry. Arthur m'a montré comment cela marchait, et j'avoue que j'ai trouvé ça bien pratique. Mais nos opposants nous reprochent déjà bien assez de vouloir pervertir les enfants avec des habitudes non sorcières. Nous nous limitons donc au programme scolaire et gardons nos coutumes pour le reste. Il faudra attendre que notre école soit mieux acceptée pour faire entrer les mœurs moldues dans l'éducation des petits sorciers.
Vous les prenez à partir de quel âge s'inquiète Harry en pensant à Teddy. Cette année, les plus jeunes ont 6 ans. Mais si tout se passe comme prévu, nous nous occuperons des petits de 3 ans à partir de l'année prochaine. En fonction de la demande, nous mettrons en place une crèche l'année suivante. Ça m'aurait bien aidé de pouvoir de temps en temps faire garder mes enfants. À force de courir après le temps, j'ai parfois l'impression de ne pas les avoir vus grandir. D'ailleurs, Fleur est très intéressée par l'idée, car elle aimerait reprendre le travail, au moins à mi-temps. Vous devriez aller la voir un de ces jours, suggéra-t-elle. Je pense qu'elle s'ennuie un peu dans cette maison isolée. Effectivement, Fleur parut ravie quand Jenny l'appela par cheminée pour lui proposer une visite. Elle les invita à dîner le lendemain. Cela fait longtemps que tu n'es pas venu, Harry, remarqua-t-elle en leur servant des gâteaux apéritifs. Je suis contente de te recevoir dans des circonstances plus heureuses. Harry regarda par la fenêtre, en direction du jardin, où il avait enterré Dobby. Il pensait souvent à la petite créature, mais n'avait jamais éprouvé le besoin de se recueillir sur sa tombe. Subventionner l'association d'Hermione lui paraissait un bien meilleur hommage. Votre hospitalité a été précieuse, répondit Harry. Ce que nous avons mis au point ici a été déterminant pour la suite des événements. Tant mieux. Bill aurait eu le cœur brisé si nous avions dû aller vivre en France. C'est ce que vous aviez prévu de faire, s'étonna Harry, qui n'avait jamais entendu parler de ce projet. Nous ne savions pas quand ils allaient déclarer le sang de Vélane impur, expliqua Fleur. Mais c'était dans leur logique. Nous n'allions pas élever nos enfants en Angleterre dans ces conditions. Les 3 adultes contemplèrent Victoire, endormie dans un couffin déposé sur le tapis au pied de sa mère. Elle avait déjà une touffe de cheveux blonds, étonnamment fournie pour son âge. Mais assez parlé du passé, balaya Fleur. Molly m'a dit que vous étiez en vacances. Avez-vous l'intention de partir quelque part? Pas vraiment, répondit Harry, qui n'avait pas envisagé cette option, n'étant jamais parti en voyage. Mais j'aimerais bien, s'écria Jenny. Un endroit où il fait meilleur qu'ici, si possible, souhaita-t-elle, en faisant allusion à la bruine qui était tombée toute la journée. J'ai une idée, s'écria Fleur. Pourquoi n'iriez-vous pas en France? Ma famille habite dans le Languedoc et sera ravie de vous recevoir. Il fait nettement plus doux là-bas. Vous pourrez faire un saut pour visiter Paris aussi. Ginny et Harry se regardèrent, séduits par la proposition. Paris, répéta Ginny, les yeux pleins d'étoiles.